Ok, je crois que ça a démarré, tu confirmes Pierre? Je confirme. Ok, bon bah bonsoir à Top. tous. Merci de votre présence sur ces webinaires organisés, c'est un réel plaisir pour nous. Alors tout d'abord, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année et bien évidemment la santé en premier. On est ravis de vous accueillir ce soir pour ce deuxième webinaire qui est dédié au marché financier. Vous nous avez fait beaucoup de retours positifs par rapport au premier webinaire, qui était au mois de décembre 2020. Et donc, on est très heureux maintenant de pouvoir le renouveler pour cette deuxième édition. Alors, les différents intervenants ici présents. Le plus jeune que vous voyez, donc Philippe Mousseau, euh, Bonsoir. co-gérant du cabinet CGP One. Ensuite, je vous présente Pierre Bermond, qui était donc présent déjà l'année dernière, qui est Bonsoir. dirigeant fondateur. Merci. Pardon. Qui est le dirigeant fondateur du cabinet EOS, qui est notre partenaire. Pierre Bermond est ce qu'on appelle un asset allocateur ou un allocateur d'actifs. Son rôle consiste, pour faire simple, à analyser la conjoncture, la situation macroéconomique, ainsi que l'état et la valorisation des marchés financiers. À partir de ces éléments, il nous conseille dans les allocations d'actifs qu'on met en place pour nos clients, ainsi que dans le choix des fonds que nous mettons en place au sein des contrats d'assurance vie. Donc, il va intervenir aujourd'hui pour nous expliquer un peu quel est son sentiment de marché, aussi bien sur l'année qui vient de s'écouler, 2021, que sur l'année 2022. Et également présent aujourd'hui, Étienne de Marsac. Bonjour à tous. Étienne de Marsac, justement, est ce qu'on appelle un gestionnaire de fonds. Il travaille au sein de la société de gestion qui s'appelle Sony Asset Management et il gère actuellement le fonds Sony Patrimoine 2.0. La particularité, c'est qu'Étienne était avant un gestionnaire de fonds au sein de la BEI, la Banque européenne d'investissement, qui était située au Luxembourg. Donc, c'est un spécialiste sur la place parisienne, si tu me permets, sur tout ce qui concerne les banques centrales et leur interventionnisme, que ce soit, je dirais, dans le cadre actuel du Covid pour sauver l'économie, ou également dans le cadre de la lutte contre l'inflation. Donc, par rapport à l'actualité du moment, on a trouvé que sa présence était particulièrement pertinente pour vous expliquer un peu ce qu'il pense de ces différents sujets. Enfin, pour me présenter, François Lebeau, co-gérant du cabinet avec Philippe Mousseau. Philippe est basé à Toulouse et pour ma part, je suis basé à Paris. Alors, ce webinaire, 4 étapes, on en a pour une petite heure environ ensemble. Première partie, je vais bientôt passer la main à Philippe, qui va vous présenter rapidement le cabinet, notre cabinet et nos équipes, actuellement composées d'une trentaine de collaborateurs. Ensuite, on fera un point. Ensuite, j'interviendrai en tant qu'animateur auprès de Pierre et auprès d'Étienne pour, dans un premier temps, faire un point sur les marchés financiers. Quel bilan tirer de l'année 2021 et surtout, quelles sont les perspectives financières pour 2022. Étienne de Marsac interviendra plus particulièrement sur tous les sujets qui concernent les banques centrales, la création de masse monétaire et quelles sont les techniques utilisées pour lutter contre l'inflation et voir un peu leur impact au niveau des marchés financiers. Alors, au niveau du fonctionnement, vous avez accès à un chat. N'hésitez pas à l'utiliser. Alors, il est anonyme, hein, il n'y a que les participants, il n'y a que les intervenants, c'est nous quatre qui pouvons le voir. Et Pierre Bermond aura un rôle de modérateur pour répondre au fur et à mesure à vos questions, ou tout à la fin, je dirais, de la présentation, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On a la chance d'avoir deux professionnels du monde des marchés financiers avec nous. Donc, c'est le moment d'en profiter. Philippe, je te passe la main. Yes. Bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Rapidement, moi j'ai la lourde tâche de vous présenter un petit peu qui on est, mais pour partie vous nous connaissez plus ou moins bien parce que voilà, si vous êtes là, c'est que vous êtes effectivement client, donc vous savez un petit peu comment on est structuré, comment on est organisé, etc. Mais il nous semble essentiel de faire un petit point, voilà, un petit point pour représenter l'ensemble de nos équipes. Alors rapidement, donc François l'a dit, moi je suis à
Toulouse, François est à Paris, mais on a aussi effectivement plusieurs structures et 6 bureaux au total, puisque comme vous pouvez le voir effectivement sur la carte ici, pour le coup, le gros des équipes est dans le sud-ouest avec Toulouse et Pyrénées Finance Conseil, cabinet notamment qu'on a racheté en 2020, et on a développé une autre structure à Auch en partenariat avec un notaire et un expert comptable. Et on a effectivement donc le cabinet CGP One à Paris où François est. On a aussi effectivement un collaborateur à Lille. Alors la carte n'est pas tout à fait à jour en vrai, puisqu'on a aussi une collaboratrice à Nantes maintenant qui en fait s'est déplacée de Orléans à Nantes dans le courant de l'été 2021. Voilà. Rapidement un petit tour d'horizon de nos équipes. Pour le coup, donc sur le cabinet CGP One à Toulouse, donc on a Géraldine Dagut qui est effectivement manageuse et une équipe de 4 CGP, Judicaël, Pierre, Constance et Vincent. Voilà, donc avec qui effectivement vous pouvez avoir affaire au quotidien dans votre relation avec le cabinet. À Paris, on a une équipe composée de Romain, Thomas et Ouriel qui nous ont rejoints récemment. J'ai mis de côté entre guillemets Jérôme parce que Jérôme il est rattaché à l'équipe de Paris, mais en vrai il est localement positionné sur l'île. Voilà. Ensuite, Lucille qui est sur Nantes, donc qui a déménagé de Orléans à Nantes, vous l'aurez compris, l'été dernier. Et enfin, sur l'équipe de Pyrénées Finance Conseil, donc pour le coup à Tarbes, on aura Philippe, Diane et Lucille. Et sur le cabinet à Auch, on aura Audrey et Paul. Voilà. Ça, ce sont ce qu'on appelle les CGP, donc les conseillers avec qui vous pouvez avoir affaire au quotidien, mais pas que, parce que voilà, un cabinet, c'est une équipe sans qui effectivement tout ne serait pas possible. Donc, on a une équipe d'ingénieurs patrimoniales en la personne notamment de Marina, Charlène et Carole, pour le coup, qui ont vraiment comme rôle effectivement d'apporter toutes les subtilités juridico-fiscales de notre métier et de venir en appui des conseillers. On a aussi une équipe d'assistantes patrimoniales, donc Sylvie, pour le coup, sur Toulouse. On a Léa aussi qui est assistante de direction sur Tarbes. Et une équipe de back-office, assistante patrimoniale également, qui sont là dans le suivi des opérations, donc Aurore, Sophie et Jeanne. Pour terminer, effectivement, on a une équipe assez dynamique, on va dire, dans l'approche marketing. On a une équipe marketing qui nous aura permis de réaliser aussi voilà, ce webinaire avec Pierre. Donc Elsa, Chloé, Rémi et Laura, qui sont nos soutiens marketing au quotidien. Voilà. Rapidement, j'ai fait le tour des équipes et ça nous semblait essentiel de vous présenter un petit peu tout le monde. Rapidement, vous rappelez peut-être pour les plus récents, on va dire, ce que l'on fait très rapidement, parce que c'est pas du tout l'objectif du webinaire. Concrètement, nous, notre métier de CGP, l'objectif, c'est effectivement de vous conseiller avec une approche la plus générale, globale, sur du long terme, avec une objectivité entre guillemets et un professionnalisme assez prononcé par rapport à d'autres établissements. Nous, on travaille vraiment pour vous, dans votre intérêt, à vous délivrer effectivement du conseil adapté et à trouver des solutions sur mesure, en fonction, en tout cas, qui sont adaptées à votre stratégie et aux objectifs patrimoniaux qu'on aura déterminés ensemble. Voilà, quoi vous dire de plus? Rapidement, notre approche, c'est une approche transversale. Là, on va parler effectivement juste après de l'approche plutôt financière, mais pour nous, c'est aussi une approche économique, juridique et fiscale. Et on mettra un point d'honneur effectivement à traiter tous ces sujets avec le même niveau d'expertise et de professionnalisme. Donc, pour ça effectivement, un conseiller en gestion de patrimoine doit pouvoir vous apporter une approche globale voilà, dans la construction de votre patrimoine. Quoi vous dire d'autre? Que faisons-nous? Vous le savez, notre objectif effectivement, c'est de vous aider à réaliser les vôtres de toute nature. Voilà, c'est pour ça qu'effectivement, on va bâtir ensemble des stratégies d'organisation patrimoniale personnalisées et vous accompagner
dans le temps, parce qu'effectivement, bâtir une stratégie à un instant T, c'est bien, mais le mieux, c'est effectivement de pouvoir la suivre dans le temps, parce que voilà, une stratégie, on ne sait qu'elle est bonne qu'à partir du moment où on la déboucle. Donc c'est pour ça que l'accompagnement durable est essentiel à nos yeux. Rapidement, avant de laisser la main à Pierre, pourquoi on travaille avec EOS Allocation. L'allocation d'actifs, c'est un métier à part entière. C'est pas forcément notre métier de le faire au quotidien. Nous, on pourrait dire qu'on est des allocateurs de patrimoine. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que effectivement, on construit une stratégie avec 3 types d'enveloppes. Déjà, quel support on va utiliser, ensuite quelle enveloppe on va utiliser, et ensuite qu'est-ce qu'on met dans l'enveloppe. Eh ben, travailler avec EOS Allocation, ça correspond en fait à déterminer qu'est-ce qu'on va mettre dans l'enveloppe une fois qu'on aura déterminé la stratégie et le bon support financier notamment à utiliser pour ça. Donc voilà, on délègue et on co-construit les portefeuilles de nos clients avec Pierre. Voilà, que je vois largement l'occasion d'échanger avec ce soir. Donc voilà rapidement pour le petit point que je voulais faire. Avant de laisser la parole à Pierre, écoutez, on est vraiment ravis. On n'avait pas eu l'occasion de faire ce point-là en 2021. Voilà, année qui a été plutôt dynamique sur les marchés pour plein de raisons sur lesquelles on va revenir. Qu'en est-il en 2022 ? Eh ben, écoutez, la réponse avec Pierre. Ok, ça marche. Alors, une petite présentation rapide, Pierre, de ta structure, et ensuite Étienne, avant de vous poser une question fondamentale qui est quelle est la différence entre un allocateur et un gérant de fonds? Histoire que nos clients comprennent bien qui vous êtes et ce que vous faites et ce qui vous différencie tout simplement. Oui, tout à fait. Merci Philippe et merci François. Donc, quelque part, dire un petit peu, nous, quelle est notre structure et la différence entre un allocataire et un gérant, ça revient un petit peu au même. Donc, effectivement, nous, on est allocataire d'actifs et sélectionneur de fonds. Donc, ça, c'est important aussi. Ça veut dire quoi, allocataire d'actifs? Ça veut dire d'abord réfléchir à quelle allocation d'actifs on veut faire. C'est quoi une allocation d'actifs? C'est globalement, combien est-ce que je mets en action, combien est-ce que je mets en obligation, avant de se poser, tiens, ça c'est le super fonds, parce que vous, en général, les clients, vous voyez quoi? Vous regardez dans le revenu, on vous dit, voilà le top 10 des fonds. Mais en soi, ça ne veut rien dire, le top 10 des fonds. Parce que, est-ce que je choisis un fonds plutôt action européenne, action US, action émergente, obligations diversifiées? Donc c'est ça la question qu'on doit se poser avant tout. Et très souvent, quand vous achetez le top 10 des fonds dans le revenu, vous achetez de la performance passée. Et on sait bien que ce qui a marché hier ne va pas marcher forcément demain. Donc nous, d'abord, on se pose la question, quelles sont les grandes classes d'actifs à sélectionner selon nous? Donc par exemple, on va discuter de la politique de la Banque centrale, et cette politique de la Banque centrale, cette remontée potentielle des taux, qu'est-ce que ça va induire sur les différentes classes d'actifs et lesquelles il faut choisir? Et dans un deuxième temps, on va aller se dire, quel fonds on va choisir? C'est-à-dire que nous, on ne fera pas, et peut-être Étienne en parlera par la suite, on ne fera pas le choix des titres. On ne dira pas, moi, c'est tel ou tel titre que je vais choisir. Nous, ça va être des fonds. Donc, des fonds, c'est quoi? C'est le travail d'Étienne, justement, c'est d'être gérant de fonds. Et donc, nous, on va aller auditer ces fonds, on va aller regarder ce qu'ils font pour dire, voilà, d'abord, on choisit la catégorie. Donc, je vous donne un exemple, action européenne. Et dans les actions européennes, qui c'est qu'on pense quels sont les fonds qui vont faire de bonnes performances dans le futur? Alors, l'idée, c'est que des fois, on se trompe, des fois, on a raison, mais c'est d'avoir plus souvent raison que d'avoir tort, et d'aller sélectionner justement ces fonds. Donc, de passer du temps à côté des gérants pour voir comment ils travaillent et est-ce que c'est eux qui vont pouvoir le plus donner de la performance par rapport à leurs confrères. Voilà le métier globalement d'allocataire d'actifs et de sélectionneur de fonds. Et donc, notre société, elle travaille auprès des conseillers en gestion de patrimoine justement pour les aider à bâtir des allocations d'actifs pour les différents contrats d'assurance vie ou compte titres, et justement leur apporter ces solutions-là en toute indépendance. Et ça aussi, c'est très important parce qu'en toute indépendance, ça veut dire que nous, un fonds, on n'a pas nécessairement, on ne doit pas faire un fonds plus qu'un autre.
nous, on va essayer de choisir les meilleurs fonds pour vous. Donc ça, l'indépendance, je pense que également vos conseillers en gestion de patrimoine doivent vous en parler de leur indépendance par rapport à un conseiller en gestion de patrimoine bancaire qui, lui, va vous apporter les solutions de la banque. Un conseiller en gestion de patrimoine va être capable, en toute indépendance, de vous apporter les meilleures solutions qu'il y a sur le marché. Eh bien, nous, on va essayer d'apporter les meilleurs fonds sur le marché. Voilà, je pense que j'ai assez parlé et maintenant je vais laisser la place à Étienne qui va justement vous expliquer sa structure et puis également ce que c'est que d'être gérant de portefeuille. Merci Pierre. Mais écoute, c'était très concret. Donc moi, je suis ce qu'on appelle donc un asset manager, donc un gérant de fonds. Un asset manager, qu'est-ce que c'est? C'est une société en fait qui gère de l'épargne collective de nos clients et qui loge cette épargne à l'intérieur d'un véhicule qu'on appelle un OPCVM ou une SICAV. Il y a quantité de SICAV différentes disponibles sur le marché. Le travail de Pierre, c'est de les sélectionner. Moi, à l'intérieur d'une SICAV, par exemple thématique, mon rôle, ça va être d'acheter des titres vifs qui peuvent être des titres obligataires, par exemple, donc de la dette d'entreprise, qui peuvent être de la dette d'État, si on pense que ça fait du sens, ou bien des actions, soit selon les zones géographiques, soit selon les secteurs porteurs du moment. Le fonds que je gère, c'est ce qu'on appelle donc une brique individuelle. Donc Pierre fait sa sélection parmi une centaine, peut-être plusieurs centaines de briques. Moi, je gère une de ces briques et cette brique, elle a la particularité d'essayer d'offrir du rendement récurrent, soit dans des phases haussières de marché financier, soit dans des phases plutôt baissières, en allant chercher le meilleur thème du moment et le meilleur moyen d'exprimer ce thème, soit sur les obligations, les taux d'intérêt, les matières premières, ou bien, pourquoi pas, également les actions. Donc en fait, entre Pierre qui est allocataire et un gérant de fonds, Pierre choisit le fonds qui représente le meilleur couple risque-rendement du moment. Et à l'intérieur de ce fonds, moi je suis en charge d'exprimer la politique de gestion du fonds à proprement parler à l'intérieur des limites de risque qui sont définies à l'avance. La manière dont je gère, elle est un peu différente de celle de mes camarades ou de mes concurrents, puisque ayant un passé banque centrale, en fait, je passe beaucoup de temps à analyser ce que disent les grands financiers, les grands argentiers de la planète finance, de manière à déterminer si oui ou non l'univers est plutôt porteur pour acheter des titres sur les marchés financiers ou plutôt ce qu'on appelle adverse, donc plutôt pas porteur et pourquoi pas par moment instable. Donc voilà mon métier. Sony, c'est une société donc de gestion d'actifs franco-française, une petite société, on n'est pas nombreux, une petite quinzaine, située à Neuilly. Et il se trouve qu'auparavant, voilà, j'ai promené ma casquette à la Banque européenne d'investissement. Donc la Banque européenne d'investissement, qu'est-ce que c'est? C'est le bras armé de l'Union européenne qui travaille en parallèle avec la BCE, la Banque centrale européenne. Et juste pour donner un chiffre, l'Europe fait très très mal de la publicité, mais la BEI, c'est 600 milliards de bas de bilan. Et lorsque vous voyez sur les autoroutes ou lorsque vous vous promenez, que vous êtes en vacances, un petit drapeau européen avec marqué « Ici, l'Europe investit pour votre avenir », eh bien, ça, c'est la BEI qui déploie de l'argent européen afin de financer les programmes d'infrastructure. Voilà. Fin de la parenthèse et fin de mon petit parcours. OK. Bon, merci pour ces présentations. Rentrons dans le vif du sujet et commençons par le passé. 2021. Alors, Pierre, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur l'année qui vient de s'écouler? Oui, tout à fait. Alors, je vous ai préparé, comme vous pouvez le voir, un petit tableau. Donc, il y a beaucoup de couleurs. J'espère que personne n'est épileptique ici, donc ni daltonien d'ailleurs. Donc là, on a les deux dernières colonnes. C'est quoi? L'avant-dernière colonne, c'est la performance sur le T4 qui a été assez mouvementée, puisque Étienne disait qu'il avait un prisme particulier pour les banques centrales. Autant dire que depuis 3-4 mois, il a de quoi faire, puisque les banques centrales, on a de l'actualité, on va vous en parler tout à l'heure. Et vous avez également la performance 2021 sur la dernière colonne.
Donc, qu'est-ce qu'il faut voir sur cette année 2021? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a mal fonctionné? Déjà, c'est une année, comme vous pouvez le voir, donc en vert, c'est ce qui a le plus fonctionné, le pétrole. On a eu un rebond du pétrole qui a été extrêmement élevé. Alors, vous vous souvenez, en 2020, il y a eu plein d'articles comme quoi le pétrole était se traitait en négatif. C'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que c'était sur des marchés très spécifiques, sur des livraisons très spécifiques, sur des marchés dérivés, mais globalement, on était effectivement très bas et on a eu le pétrole qui est fortement remonté, mais pas que le pétrole, on a l'ensemble des matières premières qui ont bien fonctionné. Vous le voyez dans les secteurs en Europe, assez logiquement, le secteur de l'énergie a fait plus 30%. C'est le secteur qui a le mieux fonctionné, logique, puisque le pétrole est remonté. Mais on a eu aussi la technologie. Contre toute attente, on pensait que la technologie, c'était un petit peu fini. Maintenant, regardez, le MSCI Europe fait plus 35. Et si vous regardez le Nasdaq, on est à plus 26. Le S&P également plus 26. Donc, les marchés américains ont très bien fonctionné. Et alors, c'est un peu perturbant, mais le CAC 40 fait plus 29. Alors, vous dites, ah, plus 29, c'est une performance énorme. Oui, mais attention, le CAC 40 a été tiré par, le luxe, donc les LVMH, Kering et Hermès, et aussi par, en fin d'année, toutes les financières, donc les Sociétés Générales, Crédit Agricole et autres BNP. Mais si vous regardez le MSCI Europe, on n'est qu'à. Alors, si on prend, tiens, dans l'ordre, l'Eurostock 50, qui est un indice resserré européen, on est à plus 20, et le MSCI Europe, qui est plus large, on va être qu'à plus 13. Donc, attention, quand vous regardez le CAC 40, vous vous dites, tiens, les marchés ont fait plus 29. En fait, non, le CAC 40 est assez exceptionnel en Europe. Également, si on regarde un petit peu le value, donc c'est quoi le value? Alors là, c'était le grand débat. Vous, ça vous dit peut-être sûrement rien, le value par rapport aux croissances. Le value, c'est quoi? Le value, c'est les sociétés qu'on appelle les sociétés décotées. C'est-à-dire, on les achète parce qu'elles valent pas cher. Ça, c'est quoi? C'est tous ceux qui se sont fait où ça a été difficile avec le Covid. Donc, ça va être, par exemple, tout ce qui est le transport, tout ce qui est l'automobile. Alors, l'automobile avec en plus les problèmes de chaîne d'approvisionnement, de chaîne logistique. Vous avez également dans tout ce qui est value, l'énergie, les services aux collectivités, les télécoms. Bon, mais ça, globalement, c'est à mettre en comparaison avec les sociétés qu'on appelle croissance. Les sociétés croissance, vous ne les achetez pas parce qu'elles sont pas chères, vous les achetez parce qu'elles ont une croissance future qui est forte. En France, c'est le luxe. Aux États-Unis, c'est tout ce qui est Google, Amazon, Facebook et ainsi de suite. Globalement, chacun a eu sa période. On a eu un début d'année qui a été très value, ensuite un été qui a été très croissance et fin d'année, c'est un peu mixte. Début d'année, en 2 semaines, juste pour vous donner un ordre d'idée, le value fait plus 7 en Europe et la croissance fait moins 1. Donc, on a un écart qui est important. Regardez une journée comme aujourd'hui, le CAC 40 fait moins 0,50. Vous avez LVMH, Kering qui font moins 3 à moins 4. Et vous avez, je crois que c'est Crédit Agricole qui fait plus 2,5 aujourd'hui. Donc, on peut avoir des choses qui sont importante. Pourquoi je dis ça? C'est qu'aujourd'hui, et je pense vraiment, on le dira après dans les préconisations, mais au-delà de regarder les indices en globalité, il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur des indices parce qu'il y a des rotations qui sont très importantes. Il y a eu des rotations très importantes en 2021. Il va y en avoir, à notre avis, en 2022 également. Et globalement, le MSCI World, c'est quoi? Ça regroupe un peu toutes les actions mondiales. Ça a fait plus 20. Donc, c'était une bonne année. C'était une très bonne année boursière et j'ai envie de vous dire qui l'eût cru. Parce que fin 2020, tout le monde disait bon, ça y est, ça a déjà bien rebondi, c'est fini. Et tout le monde le disait, nous aussi, j'avoue. Et 2021 a été une très bonne année. Alors maintenant, vous allez me dire, faut pas acheter la performance passée. Et qu'est-ce qui va se passer en 2022? C'est ce qu'on va essayer de vous dire, dans les minutes qui viennent. Ouais. Et pourquoi était si bonne que ça l'année 2021 alors? Et on se pose encore la question. Mais non, je plaisante, mais globalement, là, Étienne pourra en parler. Je pense qu'il y a les banques centrales, très clairement, c'est-à-dire que les banques centrales ont abreuvé le marché de liquidités. Et nos amis américains, ils ont un acronyme pour nous, pour tout, c'était TINA. C'est There is no alternative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les taux étaient tellement bas que vous faites quoi d'autre que des actions.
Et donc, c'est ça, on a fait des actions. Et puis après, il y a aussi les fondamentaux. C'est-à-dire qu'on a eu une reprise post-Covid qui a été très importante et on a eu des résultats d'entreprise qui ont été très bons, qui ont été même au-delà des attentes du marché. Donc, quand on a des choses qui sont au-delà des attentes, ça a plutôt tendance à monter. Quand c'est en dessous des attentes, ça a plutôt tendance à baisser. Donc, je dirais, et puis Étienne peut peut-être compléter pour voir sa vue, mais je dirais banque centrale, taux bas et résultats meilleurs qu'attendus. Étienne, peut-être tu veux compléter? Non, mais c'est exactement ça. On lit dans les performances de 2021 un effet rattrapage par rapport à l'année 2020 qui avait été en grande difficulté. Donc, c'est ce qui explique quand même ces taux d'accroissement qui sont assez spectaculaires et donc qui sont déjà un effet, on va dire, relativement technique de rattrapage. Premier point. Deuxième point, en effet, ce qui tire la croissance financière comme la sphère économique, c'est-à-dire les profits des entreprises, qu'est-ce que c'est? Les taux d'intérêt très bas, la liquidité abondante, et puis et ça a été un peu la surprise de 2021, la capacité qu'ont eu les entreprises, que ce soit en Europe, aux États-Unis, par exemple, à dégager des bénéfices très importants. Pourquoi des bénéfices très importants? Parce que tout simplement, la consommation et les difficultés des ménages ont été très largement compensés à la fois par les États et à la fois par la Banque centrale ou la Réserve fédérale américaine. C'est-à-dire que les États, et c'est peut-être le point à rajouter à ton propos, Pierre, sont venus compenser la perte de salaire et la perte d'activité générée par le passage du Covid. Donc, une année 2021 assez spectaculaire. Et finalement, ce qu'on lit là, c'est tout simplement aussi, je crois, le succès de la BCE, le succès de la Réserve fédérale américaine à générer de la richesse et à générer de la croissance. Et en fait, c'est l'objectif qui n'est pas explicitement dit, mais l'objectif de la BCE, l'objectif de la Fed, l'objectif de la Banque centrale du Japon, de l'ensemble des banques centrales dans le monde, sans que ce soit dit explicitement, c'est de faire monter les actifs financiers tout simplement. C'est un mandat implicite qui n'est pas simplement la gestion de l'inflation, la gestion des taux d'intérêt, mais faire monter les marchés financiers est devenu en période de crise l'objectif principal des banques centrales. Pourquoi? Parce que c'est l'un des moyens les plus évidents de générer un sentiment de richesse pour les ménages. Donc, quand le ménage se sent riche parce que son portefeuille action est monté en valeur, parce que son immobilier a grimpé du fait de taux d'intérêt qui étaient bas, eh bien, il se sentant plus riche, il est poussé à consommer. Et cet objectif-là a été parfaitement rempli cette année. Et à ce titre-là, c'est donc plutôt un grand succès. On entend souvent des critiques sur l'action des banques centrales. En réalité, elles se sont montrées extrêmement performantes et on peut, je pense, les remercier, puisque sans elles, on serait quelque part entre 1929 et 1935, c'est-à-dire dans quelque chose qui ressemble à l'ère de la glaciation. Glaciation économique, glaciation de l'épargne, glaciation des revenus. Donc, on peut leur dire merci. Moi, j'ai une question pour toi, Étienne. Est-ce qu'elles avaient le droit de le faire? Parce qu'on a entendu pas mal de choses et c'est le slide, enfin la diapositive qui a à l'écran là. Et on a eu pas mal avec le comité, enfin le conseil de Karlsruhe qui regardait est-ce qu'elle a le droit de faire ça. Enfin, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Alors, on n'en parle plus du tout depuis un an parce que effectivement, comme tu le dis, sans elle, on n'en serait pas là. Mais est-ce légalement, elles avaient le droit? Alors, super question. La Fed a le droit, ça fait partie de son mandat. La stabilité financière, c'est explicite dans le mandat de la Fed. Ça ne l'est pas, en effet, dans le mandat de la BCE, mais elle l'a pris sur elle. C'est-à-dire que finalement, la BCE s'est engouffrée dans un gouffre juridique qui est le suivant. Les États, ou la Constitution française, donc la Constitution européenne, ne donne pas aux États le droit ou l'opportunité ou l'obligation de s'assurer de la stabilité financière. Ce n'est pas le rôle d'un État, et donc il y a un vide juridique qui existe dans nos constitutions. La BCE, finalement, s'est livrée à ces actions très légèrement et même très sensiblement en dehors de son mandat, tout simplement parce que, on lui a demandé. Nous avons tous collectivement demandé, en tant qu'individus
ou en tant que banquier ou en tant que chef d'État, nous avons tous collectivement demandé à la Banque centrale européenne de sauver notre épargne et de sauver nos plans d'assurance vie, de sorte que eh bien, notre revenu soit à minima stabilisé. Alors, comment est-ce que ça a été possible? Quand on regarde en effet les textes qui régissent l'action de la BCE, le fait d'acheter de la dette, donc ce qu'on appelle la monétisation de la dette, le fait de financer finalement les déficits publics des États est strictement interdit et c'est marqué de manière explicite dans l'article 123 sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'on va lire ensemble. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, aux autorités publiques, aux autres organismes publics des États membres. Bon, donc ça peut difficilement être plus clair que ça. Ce que fait la Banque centrale européenne est ou semble interdit. En particulier, l'acquisition directe auprès d'eux par la Banque centrale européenne des instruments de leur dette est également interdite. Donc, pour répondre à ta question, Pierre, ce que fait la BCE n'est pas dans son mandat et la BCE flirte à l'extrême limite des articles qui sont constitutifs. Alors, comment elle fait ça finalement? Comment elle s'en sort? En fait, elle s'en sort parce qu'elle utilise un truc qui a été débattu justement par les Allemands. Et le truc, c'est quoi? C'est pas la BCE qui achète des titres. C'est pas la BCE, comme on lit régulièrement dans les journaux, qui fait tourner la planche à billets. Ce sont les banques centrales nationales. C'est-à-dire que le premier truc, pour échapper à l'article 123, la BCE n'achète pas, vous n'avez pas de trader à Francfort, à Bruxelles ou au Luxembourg en train d'acheter des titres sur les marchés. Ce sont les banques centrales nationales qui le font. Donc l'achat direct de titres, déjà, n'est pas effectué. C'est un truc. C'est la Banque de France qui achète de la dette française, c'est la Banque d'Italie qui achète de la dette italienne, etc. La BCE échappe à l'article 123 par ce biais-là. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est la BCE n'achète pas, ne finance pas les trésors nationaux, donc ne finance pas l'État français. La Banque de France ne finance pas l'État français, la Banque d'Italie ne finance pas l'État italien, puisque cette dette n'est pas achetée auprès des agences du Trésor national, cette dette est achetée auprès des banques. Donc, c'est complètement différent. Alors, c'est vraiment un truc, hein, c'est une astuce. Utilisé par la BCE pour échapper à l'article 123. Ça fait râler énormément les Allemands puisqu'on est quand même à l'extrême limite, mais pour le moment ça passe et on est bien content que ça passe parce que sinon effectivement on en revient au point d'avant, on serait dans l'ère de la glaciation. Alors, j'en profite, j'ai quand même une remarque de quelqu'un qui nous regarde, qui dit, attendez, création monétaire, création de bulles, destruction de valeur des monnaies, inflation forte, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un succès de la BCE? Alors, oui, tout à fait, parce qu'en fait, il faut se souvenir que la grande théorie monétariste selon laquelle l'inflation est toujours un phénomène monétaire, jusqu'à présent et jusqu'au Covid, ne s'est jamais révélée. Pendant, on va dire, entre 2000 et 2021, on n'a pas souffert d'inflation, on a souffert de déflation, où on a souffert, voire par moments, de désinflation. Donc, ça n'est pas la création monétaire qui est responsable de l'inflation, me semble-t-il, d'autant plus que ce n'est pas réellement de la création monétaire, c'est une écriture comptable. Il faut comprendre que l'argent, à notre époque, a changé de nature. L'argent, c'est plus des billets. On voit bien quand on parle de planche à billets dans les journaux, nous, Pierre, François ou vous-même qui nous écoutez, on n'a pas plus de billets dans le portefeuille. Il n'y a pas eu d'augmentation de la masse des billets en circulation. Donc la création monétaire n'est pas équivalente aujourd'hui à de la création d'argent. En vrai, la création monétaire, qu'est-ce que c'est? C'est l'augmentation des prêts.
Donc, d'où vient la création monétaire en temps normal? C'est lorsque vous, en tant qu'individu, vous allez auprès de votre banque, Société Générale, au coin de votre quartier pour demander un prêt à la consommation ou un prêt immobilier. Lorsque vous faites cette demande de prêt, vous générez de la création monétaire. La création monétaire, elle vient des banques, elle ne vient pas des banques centrales. Donc ça, c'est le premier point. Cette création pseudo-monétaire a changé de nature, en effet, cette année. Néanmoins, c'est toujours pas de la monnaie en circulation, c'est beaucoup plus de crédit en circulation. Et comment on fait? Et c'est tout le truc assez fantastique qu'on appelle le QE, donc cet acronyme qui veut dire quantitative easing. Au lieu de faire circuler de la monnaie, les banques centrales achètent de la dette souveraine, libèrent des capitaux du côté des banques, et ces capitaux des banques sont ensuite utilisés pour générer plus de crédit. Et donc, c'est ce crédit-là que vous allez retrouver ensuite comme source de la hausse des prix dans la sphère financière, mais pas nécessairement dans la sphère économique. Donc, la création de crédit n'est pas nécessairement à l'origine de la hausse des prix, et la hausse des prix de cette année, elle a trois causes. C'est premièrement les plans de relance à la consommation qui ont été complètement dantesques, en particulier aux États-Unis, où 100% de la destruction de revenus a été, en fait c'est 150% aux États-Unis, de la destruction de revenus a été compensée par les plans de relance, que ce soit ceux de Trump ou de Biden. Ça, c'est le premier point. Donc, on a plutôt dopé la consommation. La masse monétaire en circulation n'est pas vraiment le point, n'est pas vraiment le sujet. La deuxième source d'inflation, c'est le Covid. Le Covid est ultra inflationniste pour des raisons que l'on peut évoquer, mais que ce soit parce que les chaînes d'approvisionnement sont rompues ou parce que une grande composante de la population active a cessé de travailler, générant de fortes demandes d'emplois qui ne sont pas assouvis du côté des entreprises, et donc une hausse progressive des salaires. Donc le Covid est très inflationniste. Et enfin, le dernier élément qui est très ultra créateur d'inflation et dont on parle peu et qui est pour moi la cause majeure, c'est la transition énergétique. La transition énergétique va beaucoup trop vite, à tel point que les énergies diffuses que l'on sponsorise à partir de l'hydraulique ou à partir des éoliennes n'est pas en état de fabriquer autant d'énergie que c'est la demande et la consommation d'énergie dans nos processus industriels. Et donc, on est obligé de se retourner de nouveau vers les matières premières fossiles, et on retrouve l'explication de la hausse, non pas des prix du pétrole simplement, mais également de toute la sphère des matières premières, le zinc, l'aluminium, le lithium, etc. Et ça, c'est pas la création monétaire, c'est la transition énergétique. Ok. Cette inflation dont tu parles, alors, tu as trois piliers, il y a cette inflation, mais pour toi, c'est une inflation qui est transitoire, qui est structurelle ou qui est vraiment conjoncturelle? C'est un peu ma première question. Et la deuxième question, cette fois-ci un peu plus tournée vers Pierre, c'est quel impact, tout simplement, par rapport au marché financier, par rapport à la gestion de nos actifs financiers, tout simplement. Ok. Alors, on l'a dit. À partir du moment où on pense que l'une des causes de l'inflation, c'est la transition énergétique, comme on sait que la transition, c'est un phénomène ou un parcours qui va durer plusieurs dizaines d'années, alors on peut penser que la hausse des prix des matières premières est là pour durer pendant longtemps. Pas forcément aussi longtemps que les 10 ou 20 prochaines années, mais cette composante-là de l'inflation ne va pas disparaître du jour au lendemain. La demande en lithium, en fait, si je prends que cet exemple-là pour les 20 prochaines années, va être multiplié par 100 pour faire face à la consommation d'électricité dans les véhicules électriques, par exemple. Bon, donc cette inflation-là générée par les matières premières, elle n'est pas transitoire, elle est plutôt durable, tant qu'on ne sera pas en capacité de produire de l'énergie propre dans des tailles conséquentes et capable de la stocker. Premier point. Deuxième point, l'inflation qui est générée par la demande, elle va se calmer parce que progressivement, on sort des plans de relance. Progressivement, les budgets vont se resserrer. Progressivement, la fiscalité devient
moins accommodantes. On le voit aux États-Unis, les plans fiscaux arrivent à expiration. On a un effet demande qui va se calmer. Et le troisième point qui est là relève de l'interrogation, c'est est-ce que les effets du Covid sur les chaînes d'approvisionnement, par exemple, ou sur la transformation de nos métiers, ou sur la disparition d'une partie de la population active, est-ce que ces effets-là vont durer? Ça revient à poser la question de est-ce que le Covid est non plus une pandémie, mais une endémie? Donc, est-ce que ça devient un phénomène endémique, récursif, qui se reproduit dans le temps de manière récurrente avec des variants? Là, moi, je ne suis pas épidémiologiste, mais il me semble, et je crois que Monsieur Powell a commencé à le reconnaître pas plus tard qu'hier ou avant-hier, on est plutôt en face de quelque chose de structurel. Après, la question, c'est le rythme de cette inflation. Je pense que le rythme a été tout à fait exceptionnel cette année. L'inflation, c'est un taux d'accroissement. Pour qu'on continue avec des taux d'accroissement aussi élevés, on comprend bien qu'il faudrait que tous les prix continuent à monter avec le même rythme. Et en réalité, je ne crois pas que c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que le scénario, c'est plutôt des prix dont la croissance commence à diminuer, mais qui se maintiennent à un niveau élevé. Voilà. Et comment tu gères ça? Oui, alors effectivement, c'est problématique parce que en fait, si cette inflation, elle génère une hausse de taux, et c'est bien si, hein, c'est pas du tout assuré que cette inflation génère une hausse de taux. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre parce que normalement, plus d'inflation égale hausse de taux, hein. Logiquement, dans ce que vous avez appris en économie, les taux d'intérêt doivent à minima rémunérer les perspectives d'inflation. Je dis bien les perspectives et pas forcément l'inflation à un instant T. Mais en tous les cas, les perspectives d'inflation, elles ont augmenté. C'est-à-dire qu'on nous disait cet été, et ça semblait être un peu de la méthode Coué, les banques centrales nous disaient non, non, vous inquiétez pas, c'est un pic d'inflation et ça va redescendre. Ah non, c'est pas redescendu, ça a accéléré. Donc, toute la question est, est-ce que quand on va redescendre, parce que je suis tout à fait d'accord, l'inflation va redescendre, on ne va pas rester à 7% aux États-Unis, parce qu'on parle quand même de 7% aux États-Unis, 5% en Europe, hein. C'est-à-dire des choses qu'on n'a pas connues depuis les années 80. Donc là, jusqu'à combien ça va redescendre? Si ça redescend à 3-4, c'est quand même beaucoup 3-4, hein. Ce n'est pas du tout quelque chose auquel on est habitué. Et là, est-ce que les taux vont remonter? Les taux vont remonter. Alors, il y en a beaucoup qui vous disent compliqué que les taux remontent parce que si les taux remontent ne serait-ce que de 1% en France, je crois que ça fait 30 ou 40 milliards d'intérêts de la dette supplémentaire pour la France. Donc, c'est vraiment très compliqué c'est pas soutenable. Donc, il y a un trou de souris. Pour l'instant, les banques centrales réussissent. On a de l'inflation, mais les taux ne montent pas. On maintient les taux bas. Comme ça, les États peuvent continuer à s'endetter quasiment à zéro. Et en plus, l'inflation vient gratter le stock de dette, c'est-à-dire vient faire baisser le stock de dette. Donc, pour ça, c'est le cas idéal. Et en plus, les marchés montent parce que les taux sont à zéro. Oui, mais attention, si les taux montent, là, on a un vrai souci parce que les États vont devoir s'endetter à beaucoup plus cher. Et le château de cartes, il peut s'effondrer. On reviendra peut-être tout à l'heure sur la valorisation, mais les actifs sont très chers aujourd'hui. Et ils sont très chers parce que les taux sont à zéro. Mais si les taux remontent, on peut tout à fait dire ça. Et donc là, il y aura plus there is no alternative, il y aura, si, il y a quelques alternatives. Et ça pourrait remettre des marchés, non pas à des, on va dire, des valorisations plus normales, mais des valorisations plus normales, ça voudrait dire une baisse assez conséquente des marchés actions. Donc c'est ça la problématique et c'est ce qu'on doit regarder dans les portefeuilles, dans les profils. Et donc nous, comment on regarde ça? Déjà, on a mis un peu plus de valeurs. Je vous parlais tout à l'heure des valeurs dites value, là, un petit peu des côtés, notamment des financières. On a remis plutôt cette catégorie-là devant et ça fonctionne bien. Je vous ai dit, depuis le début de l'année, le Nasdaq est en baisse de 6%. Les bancaires européennes, elles sont en hausse de 8 ou 9%. Juste pour vous donner l'écart peut être très très important et très vite. Donc d'abord c'est ça. Ça veut dire qu'on n'a quasiment aucune obligation dans les profils. Parce que si remonter de taux, on va avoir un souci. Qu'on n'a plus, par exemple, d'immobilier ou de foncière cotée comme on a pu en avoir par le passé, même si c'est pas cher. Ça veut aussi dire qu'on veut le moins possible de technologie américaine qui est, alors c'est un peu technique, mais globalement, c'est des actifs qu'on appelle à duration longue, c'est-à-dire si les taux montent, ça se passe mal pour ces actifs-là. Donc voilà, donc on veut se prémunir contre une hausse
des taux. Hausse de l'inflation, elle est là, mais est-ce que ça va se traduire par une hausse des taux? Pour l'instant, ça frémit aux États-Unis. On le voit, on est passé de 1,40 à 1,80 assez rapidement. Si ça continue sur ce rythme-là, on pourrait être dans 3 mois à 3%. Je dis bien si ça continue sur ce rythme-là, mais on ne pense pas que ça puisse continuer à ce rythme-là. Mais c'est un risque, et donc on est un peu plus défensif dans les portefeuilles après une très bonne année boursière 2021. Voilà aujourd'hui comment on pilote ça. Tu veux compléter, Étienne, de ton point de vue? C'était assez complet. Peut-être qu'on peut rajouter que le système, pour l'instant, en particulier en Europe, il tient. Et ce mécanisme, en fait, dans lequel la BCE refinance les États à taux quasiment zéro tient, en particulier parce que le coût de la dette est de zéro. Je vais expliquer pourquoi. Quel que soit le niveau des taux d'intérêt. C'est-à-dire le stock de dette détenu par la BCE et qui est de la dette d'État, lui, n'est pas sujet à fluctuation et ne va pas, c'est pas cette partie-là du stock de dette qui va faire remonter la charge de l'État français ou bien de l'Italie pour la simple raison, alors pareil, la BCE en général n'explique pas, ne communique pas, mais lorsque la BCE achète et finance l'État français normalement, c'est ce que fait l'État, paye un coupon, donc un taux d'intérêt qui n'est pas très élevé, mais qui est d'un demi-point, par exemple, tous les ans pendant 10 ans. Mais la BCE fait quelque chose de magnifique. C'est comme c'est un organisme qui n'est pas censé gagner de l'argent, la BCE reverse aux États les intérêts gagnés, accumulés au fil de l'année. Donc en fait, je suis BCE, je vous prête de l'argent à vous, État français. L'État français paye un intérêt annuel et en fin d'année, la BCE reverse cet intérêt à l'État français. De sorte qu'il s'agit d'une dette qui vaut zéro et qui n'est pas sensible au mouvement des taux d'intérêt. Et cette dette qui vaut une dette à perpétuité, relais comme ça à perpétuité, pour ceux qui, parmi vous qui ont fait des études en finance, vous vous souvenez que la dette perpétuelle, c'est ce qu'on trouve tout en haut d'un bilan en dessous des capitaux propres, c'est ce qu'on appelle des quasi-capitaux propres. Donc ce à quoi on a assisté ces dernières années, c'est non pas à un énorme système de refinancement des États, mais à une manœuvre de recapitalisation des États. De la dette à zéro taux, relais en permanence à perpétuité, c'est du capital, c'est pas de la dette. Et donc le système peut tenir pour peu que le reste de la dette qui est détenue dans les assurances, par exemple, ou détenue chez les asset managers, lui ne voit pas, ce reste-là ne voit pas les taux d'intérêt trop monter. Et c'est donc ça l'enjeu. On peut faire aussi référence au fait que toute cette dette, non détenue par la BCE mais en circulation, exerce un poids négatif quand même sur les PIB. Et si les taux d'intérêt doivent refléter un niveau de croissance de long terme, comme la dette est un poids et un frein à la croissance, alors on peut quand même anticiper des taux longs qui ne bougeraient pas beaucoup, même si les taux courts de refinancement de la Banque centrale devaient remonter. Donc, ce sont des mécanismes à avoir en tête. J'ai une question intéressante. On a beaucoup parlé effectivement des États-Unis et de l'Europe. Quid de l'Asie, justement, sur les banques centrales, sur l'inflation, sur la politique monétaire? Japon, exactement les mêmes phénomènes. Chine, même phénomène, c'est-à-dire que on assiste à depuis un an remonter notamment des prix à la production. C'est très visible en Chine, c'est très visible au Japon également, avec un décalage en termes de séquence. L'inflation arrive en Europe, elle est déjà arrivée depuis un moment en Chine, c'est normal. Les ruptures ont été beaucoup plus élevées, le Covid a été géré de manière beaucoup plus totalitaire, et on commence à apercevoir, notamment en Chine,
un début d'inflexion, un début de normalisation de cette inflation. Donc, il peut nous laisser espérer qu'en Europe ou aux États-Unis, on a peut-être atteint les sommets. Au Japon, c'est pas le cas. Et au Japon, il se produit un phénomène qui est assez étonnant et qu'il faut regarder de très près. C'est la première fois depuis peut-être au moins 20 ans, l'inflation remonte. Alors, on n'est pas sur des niveaux exceptionnels, mais on arrive péniblement sur du 1% en croisière et c'est suffisamment rare pour être souligné. Et il n'est pas impossible que la surprise ne vienne pas finalement tellement des États-Unis ou bien de l'Europe, mais vienne du Japon qui pourrait très bien mettre fin à son programme d'achat d'actifs ou relever ses taux. Vous savez que la Banque du Japon contrôle la courbe des taux. Elle pourrait arrêter ce contrôle un peu totalitaire des taux d'intérêt qui sont maintenus à 0,10, 0,20% pour le taux 10 ans. Voilà. Donc, on pose une autre question pour se donner un petit peu des chiffres. On dit que la Banque centrale achète les dettes des États, mais globalement, la BCE, elle a quel pourcentage de la dette française? La BCE, elle détient 60%. Alors, c'est 60% du PIB. Alors, donc, ça, c'est le chiffre que j'ai en tête. Le pourcentage de la dette, je peux regarder. Je peux regarder. Donc, 60% du PIB, ça vous donne déjà un ordre de grandeur. Ouais, donc Donc, c'est un peu 60% plus du de la PIB moitié. européen. Comment? Du coup, c'est un peu plus de la moitié, puisqu'on doit être endetté, c'est 100, 110, non, la France? 100, 110% Exactement. du PIB? Ah, exactement. Voilà. Ouais. Merci, c'est ça. Ok, François. Ouais, juste pour continuer sur l'Asie un petit peu, comment t'expliques le parcours 2021 qui est assez chaotique quand même en Asie? C'est quoi pour toi les raisons? Et ensuite, concernant 2022, tu disais un peu les secteurs sur lesquels qu'il fallait mieux éviter, mais sur quoi alors tu te positionnerais, je dirais? Donc ça, c'est plutôt pour moi. Ouais. Ouais. Alors sur l'Asie, enfin ouais voilà, lapsus révélateur. Tu me parlais des émergents, mais c'est l'Asie. Hein. Globalement, c'est l'Asie qui s'est mal comportée parce que la Russie, autant te dire qu'avec la hausse des matières premières, c'était la fête pour Vladimir Poutine. Il n'y a pas de souci. En revanche, c'est l'Asie qui a posé problème et plus que l'Asie, c'est la Chine. Plein de raisons. La première, déjà, je vais commencer une transition avec Étienne qui parlait Banque centrale, c'est qu'il y avait une politique monétaire qui était plus restrictive. En général, les marchés, ils n'aiment pas trop ça quand la politique devient plus restrictive, c'est-à-dire quand les banquiers centraux sont un peu moins accommodants. Or, la Chine est plutôt en avance dans le cycle par rapport à nous et elle a commencé à être restrictive avant les pays développés. Globalement, la Banque centrale chinoise, elle ouvre le robinet à liquidité via ses banques commerciales ou elle le referme. Et la Chine, le gouvernement chinois avait identifié, et tout le monde avait identifié, deux gros problèmes dans l'économie chinoise. C'était un, le crédit, il y avait beaucoup trop de crédit, et deux, mais c'est lié, c'est l'immobilier. C'est qu'on avait une partie, on avait de la spéculation sur l'immobilier et une grosse partie de la richesse chinoise reposait sur l'immobilier. Donc elle a décidé de un peu calmer le jeu, donc elle a calmé le crédit, ce qui a calmé l'immobilier. Le problème, c'est dommage collatéral, Evergrande. Vous avez sûrement entendu parler, c'est le deuxième plus grand développeur chinois qui a fait quasiment défaut. Mais c'est piloté par le gouvernement, c'est-à-dire c'est eux-mêmes qui sont infligés ça pour justement calmer le jeu. Et si Evergrande, c'est le seul problème qu'ils ont sur l'immobilier, franchement, c'est pas mal parce que c'est un vrai problème, l'immobilier chinois. Donc ça, déjà, numéro un, politique monétaire et puis tout ce qu'on a eu sur l'immobilier qui n'a pas été bon. Ensuite, pour rien arranger, on a les tensions entre la Chine et Taïwan. Tensions géopolitiques, c'est jamais bon, c'est jamais bon non plus. Donc ça, effectivement, ça a posé problème. Et puis, on a eu les problèmes qu'on a appelés réglementaires. C'est quoi? C'est que Xi Jinping, globalement, il a sifflé la fin de la partie pour pas mal de secteurs. Typiquement, il a dit non, les Chinois, ils jouent trop aux jeux vidéo, donc ça sera 3 heures par semaine. Et ce sera entre 21h et 22h le vendredi, le samedi, le dimanche. Je crois que c'est ça. Donc, vous avez plein de développeurs de jeux vidéo qui ont mis la clé sous la porte. Ça a mis quand même un gros coup.
Puis il a dit non mais l'éducation, ça doit pas être un bien marchand. Après on en pense qu'on veut. Enfin moi je trouve ça plutôt positif, mais ça veut dire que vous aviez des académias locaux qui étaient valorisés plusieurs centaines de millions, qui du jour au lendemain étaient valorisés 0. Parce que bah, c'était fini, vous n'avez plus le droit. Si vous voulez faire quelque chose, vous êtes association à but caritatif. Ah, d'accord, c'est un problème. Puis il a dit aussi, les géants d'Internet, ils gagnent beaucoup trop d'argent. Et donc vous avez Tencent, par exemple, qui a dit non, non, mais moi je vais apporter 7 milliards au gouvernement chinois parce que quand même c'est dans l'effort de contribution à la société chinoise et pour la redistribution. Et donc ça, globalement, c'est comme si vous avez mis un méga impôt sur toutes les valeurs Internet chinois. Et puis le plus emblématique, c'est que Jack Ma, il a un peu trop parlé et puis il est parti 3 semaines, on ne sait pas où il est allé. Globalement, je pense qu'il a eu un rendez-vous au Politburo et puis voilà, on lui a expliqué comment ça devait se passer. Mais tout ça, mettez-vous à la place des investisseurs américains. Faut les très capitalistes, ils disent attendez, là on est en train de changer les règles du jeu au beau milieu. Donc les capitaux sont sortis. Après, voilà, on peut en penser ce qu'on veut. Est-ce que c'est normal que des Google, des Amazon, des Facebook gagnent autant d'argent et soient en train de complètement changer les règles du jeu et mettre sur le tapis tous les retailers, comment je peux dire ça en français, tous les magasins de proximité et ainsi de suite. Voilà, eux, ils ont dit non, on veut pas de ça. Mais ils l'ont fait de manière abrupte et pour les marchés financiers, ça a été très mal ressenti. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses. Et là, je vais enchaîner sur quels actifs il faudrait privilégier en 2022. Ça fait quand même que, a priori, le pire est derrière nous en matière réglementaire. C'est-à-dire qu'ils ils ont un petit peu sonné la fin de la partie, mais ça y est, il n'y a plus rien dans les tuyaux a priori. Deuxièmement, la politique monétaire redevient accommodante. Et troisièmement, ça laisse des marchés financiers chinois qui sont quasiment les moins chers au monde. Enfin, si vous prenez Tencent, Alibaidu, Alibaidu, n'importe quoi, Tencent, Alibaba, Baidu par rapport à du Facebook, Google et Amazon, c'est 2 à 3 fois moins cher pour des choses qui sont relativement équivalentes. Donc on a un marché qui n'est pas cher du tout. Peut-être, et là d'ailleurs c'était une discussion avec Étienne, peut-être que la baisse des taux de la part de la Banque centrale chinoise, parce que l'inflation est en train de baisser en Chine, pourrait être le signal de départ pour vraiment un rallye des actions. Donc ça veut dire que on ne coupe pas, surtout pas les positions en émergent et voire on va carrément accentuer pour aller vers des actions chinoises. Pour les actifs à privilégier également, je crois que vous l'avez compris, tout ce qui était le value, donc les actions décotées et notamment les financières, nous paraissent être un bon investissement, même si ça a beaucoup monté déjà. Donc attention. Mais même en ayant beaucoup monté, ça n'a pas rattrapé tout le retard que ça a eu. Je vous donne un exemple. Alors, c'est jamais des bons exemples, mais BNP, ça vaut 66 aujourd'hui. C'était à 30, même moins pendant la crise du Covid. Ça a végété à 50 pendant très longtemps, mais en 2007, c'était à 90. Donc, vous voyez un petit peu pour vous donner un ordre de grandeur. Même si c'est pas un super exemple parce qu'il y a eu des dividendes entre-temps, il y a eu plein de choses. Enfin, ce qu'il faut regarder, c'est la valorisation. Mais bon, c'est pour fixer un petit peu des niveaux. Ok, ça marche. Étienne, si tu veux compléter? Non, c'est très complet. On partage, de toute façon, on discute assez souvent, Pierre et moi, et donc je partage ce qui a été dit. Okay. Après, il y a un problème, François, c'est qu'aujourd'hui, c'est les valorisations. Parce qu'aujourd'hui, la question est-ce qu'on a des actifs pas chers? Qu'est-ce qu'on trouve de pas cher en ce moment? C'est un peu le problème, c'est que si on regarde les valorisations, là, je vous ai amené un graphique de valorisation, c'est le PE. Alors, c'est quoi le PE? Bon, si vous voulez pas vous embêter, dites-vous que plus c'est haut, plus c'est cher, plus c'est bas, moins c'est cher. Mais globalement, c'est le prix divisé par les bénéfices estimés. C'est-à-dire, quand j'investis, combien d'années j'ai de bénéfices futurs dans mon cours, si je caricature. Ce que vous voyez là, c'est que vous allez me dire, ouais, mais c'était déjà pas mal cher là dans votre graphique, en début de graphique, ici, c'était déjà pas mal cher. Non, mais là, c'était 99-2000, c'est la bulle de valorisation on n'a jamais connu les marchés actions aussi chers. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les marchés actions US, vous voyez que ça a un petit peu baissé, mais on est passé du 1% le plus cher de l'histoire au 5% le plus cher de l'histoire. Vous allez me dire, super, mais c'est quand même cher. Oui, c'est cher. En vert, vous avez les marchés émergents. Oui, ça a baissé. En bleu, l'Europe. Et l'Europe,
a baissé et assez sainement parce que en fait, les bénéfices ont monté plus vite que les cours de bourse. Donc, ça, c'est assez simple. Mais globalement, c'est cher. Globalement, tout est cher aujourd'hui. Alors, je dis ça, mais en même temps, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur de ce marché, vous avez les valeurs de croissance que nous, on estime être très chères. Le luxe, la techno, on estime que c'est très très cher. Et de l'autre côté, vous avez les valeurs dites décotées qui par définition ne sont pas chères puisqu'elles sont décotées. Après, tout ce qui n'est pas cher, c'est pas forcément l'Eldorado, sinon ça serait trop simple. Non, parce que des fois, ça peut rester pas cher pendant très longtemps. Ça veut dire que globalement, vous êtes collé avec votre truc pas cher. Donc, il faut que ça soit pas cher et que vous ayez un catalyseur pour que ça se revalorise. On pense que justement, cette hausse des taux peut être un catalyseur pour pas mal de ces sociétés. Mais encore une fois, il faut aussi que ça reste, comment dire, les valeurs peu chères sont souvent des valeurs cycliques. Donc, si on a un phénomène d'inflation élevée et de croissance qui baisse, ce qu'on appelle la stagflation, c'est pas bon pour les cycliques. Il faut vraiment qu'on ait 2022-2023 une croissance qui soit au-dessus de la moyenne pour que ce dont je vous parlais, ce value, se valorise mieux. Et regardez, quand je vous parle d'écart, c'est un écart qui est substantiel. Regardez, le MSCI Europe Value se traitait en 2009 à 7,8. Le croissance à 10,2. La croissance est toujours plus chère que le value parce que on paye plus cher le fait d'avoir des bénéfices plus élevés. C'est normal. Et aujourd'hui, on est 10 contre 22. Donc, vous aviez une prime. Enfin, la prime était de 30%, elle est maintenant de plus de 100%. Donc, la croissance est devenue très, très, très chère et la value de moins en moins chère. Mais encore une fois, juste la valorisation ne vaut pas tout. Mais en tous les cas, nous c'est quand même un indicateur qu'il y a des choses intéressantes aujourd'hui dans un marché qui est globalement cher. Regardez ne serait-ce que l'immobilier. L'immobilier, moi je suis bordelais, je peux vous dire que l'immobilier à Bordeaux, ça a extrêmement monté. Vous êtes parisien également, l'immobilier à Paris, j'en parle même pas. Donc tout est cher aujourd'hui à cause des taux à zéro. Des taux à zéro, ça fait que globalement, vous pouvez emprunter à zéro et vous pouvez tout payer. Donc forcément, ça inflate toutes les valeurs d'actifs. Ok, donc qu'est-ce qui te reste alors pour investir? Parce qu'en gros, c'est pas simple. Les croissances sont chères, les values, ça marche uniquement dans un cas de figure bien précis, en espérant que la croissance soit au rendez-vous sur 2022-2023. En classe d'actifs, il reste. Qu'est-ce que tu suggères? Alors nous, justement, sur les recommandations, globalement, ce qu'il y a de positif, c'est le soutien des banques centrales. Le ton se durcit, mais on a toujours un soutien des banques centrales. Ce qui est négatif, c'est des valorisations élevées, un essoufflement macroéconomique qui s'accélère quand même. L'essoufflement, on était avant dans une normalisation de l'économie, ça commence à s'essouffler de plus en plus. Ensuite, on a un marché qui est très spéculatif. Ça, peut-être, je laisserai Étienne en parler parce qu'il a un graphique là-dessus et qui est très intéressant. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, le marché est tenu par des petits porteurs, alors que normalement, le marché financier sont des marchés d'institutionnels. Aujourd'hui, on a des petits porteurs qui spéculent, globalement, qui jouent, parce que j'assume le terme, qui jouent sur les valeurs du Nasdaq, donc les valeurs de la tech US, et qui en même temps ont un compte sur des cryptos. Et ils jouent sur les deux. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, s'ils sont rincés sur un des deux, ils vont se couper sur l'autre marché, c'est-à-dire vendre leur position, mais avec effet de levier. Donc, ça peut accélérer une baisse. Mais ça peut aussi accélérer une hausse. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que dès que ça baisse, pam, c'est racheté et ça accélère la hausse. Donc, ça va dans les deux sens. Vous l'avez compris, nous, on est un peu plus défensif, donc on pense que ça peut accélérer à la baisse. Et c'est ça qu'on craint. Parce que pour nous, les nuages s'amoncellent à l'horizon et il faut rester investi parce que justement, le marché spéculatif peut être un marché qui peut continuer à monter nonobstant les fondamentaux. Et donc, il faut continuer à être investi dans ce marché, mais être plus défensif. On a une préférence pour l'Asie pour les raisons qu'on vous a citées, mais plutôt pour les profils dynamiques, parce que, attention, ça peut continuer à baisser. Et dans la value, plutôt les bancaires notamment, mais le value dans son ensemble. Et sur le style croissance, globalement, c'est un peu tout sauf la tech. Donc, ça veut dire un peu la santé, l'environnement, mais dans l'environnement, vous avez aussi de la technologie, il faut faire attention. L'obligataire, globalement, on dit il y a beaucoup moins d'intérêt, on n'est plus assez payé pour le risque, sauf sur les émergents, où on trouve qu'il y a de l'intérêt. Et ensuite, sur les matières premières, vous l'avez compris, si la reprise, elle continue à être forte, les matières premières, dans leur ensemble,
continueront à être un actif à privilégier, mais attention, très volatile. Et l'or et les mines d'or, c'est un peu moins vrai en ce moment parce que c'est très lié au taux d'intérêt réel, c'est-à-dire les taux nominaux, les taux moins l'inflation, qui sont en train de remonter. Donc ça, c'est un investissement qui est un peu plus compliqué en ce moment. Voilà globalement sur les préconisations. Donc un peu plus défensif, mais il y a des choses à faire quand même dans ce marché. Voilà, je vais peut-être laisser la parole à Étienne. Étienne, tu veux parler un petit peu justement de cet aspect spéculatif du marché par rapport au retail? Je sais que tu as un slide là-dessus, peut-être avant de parler de cette préconisation. Oui, très, très rapidement. En effet, pour ceux d'entre vous qui regardent avec attention peut-être au quotidien les fluctuations notamment des marchés actions, parfois on a des fluctuations qui sont contre-intuitives. Notamment, par exemple, hier, chiffre d'inflation de 7% et l'ensemble des classes d'actifs actions montent de manière assez spectaculaire. Ça, c'est très nettement comment dirais-je, le signe d'un marché qui est moins logique, moins rationnel, légèrement exubérant et rempli de liquidités. Et cette liquidité, qu'est-ce que c'est? C'est finalement toute l'épargne des ménages qui s'est reconstituée pendant cette période où on était confiné. Je vous donne simplement un chiffre. Vous avez 1,5 trillion aux États-Unis d'épargne qui n'existait pas avant. 1,5 trillion de dollars d'épargne constituée ou reconstituée pendant la période du Covid. Et eh bien, qu'est-ce qu'on voit? C'est 1,5 trillion, ils s'investissent au travers de plateformes électroniques qui sont devenues accessibles pour tous. Donc, vous connaissez certaines d'entre elles, Interactive Broker, IG, Saxo Bank, et vous avez peut-être entendu parler de Robinhood aux États-Unis, dont la popularité a été assez spectaculaire, qui a vu ses comptes augmenter de manière très significative. Et schématiquement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le ménage américain, il spécule. Et il spécule dans des proportions qui sont aujourd'hui supérieures aux proportions des gérants d'actifs et des institutions, les banques, les asset managers, les assureurs. Aujourd'hui, tout simplement, vous avez plus en volume d'actions et de produits dérivés traités par des particuliers que d'actions ou des produits dérivés traités par des banques. Donc, on a assisté cette année à une véritable transformation de la structure des marchés financiers et pour visualiser un chiffre ou une évolution, vous avez ce bar chart, ce graphique mis depuis 2017 et qui démontre aujourd'hui que en 2017, pour 100% pour 100 d'actions traitées, eh bien, vous aviez à peu près 30% de produits dérivés qui étaient traités. Produits dérivés, qu'est-ce que c'est? Ce sont les fameux calls et les fameux puts, les dérivés à effet de levier. Aujourd'hui, ces options représentent non plus 30% des actions traitées, mais 140%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous comprenez bien qu'un produit dérivé a une influence sur les marchés actions qui est très forte à cause de cet effet de levier. Et donc, un produit dérivé, c'est devenu un dérivé du marché action. C'est-à-dire que l'influence ce ne sont plus les actions qui influencent les prix des calls et des puts, c'est le volume des calls et des puts traités qui influence le prix des actions. Et donc ce phénomène-là, qui est purement un phénomène technique que nous on examine quand on est gérant avec beaucoup d'intérêt, il vient produire des effets d'amplification, il vient produire des variations parfois inexplicables, parce que le moteur derrière, c'est l'appât du gain. Et quand vous avez été addicted au gain, et notamment au gain facile, puisqu'en 2021, tout a monté, eh bien, vous continuez jusqu'à ce que le marché se retourne. Et à bien des égards, on est en présence de quelque chose qui ressemble à un marché qui est comparable, pas complètement non plus, mais comparable à ce qu'on a vécu fin 99,
début 2000, c'est-à-dire une accélération haussière un peu incontrôlée et pas toujours justifiée de manière raisonnable. Ok, d'accord. Donc marché à suivre alors. Faut faire attention, si je comprends bien. Ouais, exactement. Avec des points, il y aura des points d'achat, comme disait Pierre, mais ça demande en tout cas du travail, je pense, de spécialistes. C'est-à-dire que c'est une bonne idée aujourd'hui de ne pas nécessairement travailler ou spéculer soi-même, mais plutôt de confier votre épargne à des spécialistes parce que le marché est devenu extrêmement technique et tenu par des spécialistes. On est d'accord. Ça marche. Pierre, je vois l'heure qui passe, c'est 19h40. C'est toi qui as accès aux questions de nos clients. Oui, j'ai déjà tout au long, enfin j'ai pas mal posé de questions. Enfin globalement les questions ont été répondues. Il y a quelle est votre position sur le marché des crypto-monnaies? Ça c'est la question, on peut plus l'éviter maintenant aujourd'hui dans le marché. Alors moi personnellement, alors c'est tout bête, mais aujourd'hui sur les contrats d'assurance vie, sur l'univers de la gestion, c'est pas investissable. Donc voilà, déjà la question se pose pas parce que pour l'instant il n'y a pas de support pour investir. Après ma position est est-ce que la blockchain va transformer l'économie? Oui, c'est certain. Est-ce que les coins qui sont émis avec cette blockchain, est-ce que ça vaut 10, 100, 1000, 10 000, 1 million? J'en sais rien du tout parce qu'il n'y a pas de fondamentaux derrière, donc c'est très compliqué de dire combien ça vaut. En revanche, il est vrai que dans un moment où les banques centrales impriment énormément de monnaie, avant, c'était l'or qui était la valeur refuge parce que justement, l'or, bah, c'est fini et donc, enfin, c'est un stock fini. Et donc, quand les monnaies se déprécient, se dévalorisent du fait de la création monétaire, ça a un intérêt. Eh bien, peut-être que les crypto-monnaies sont en train de prendre une partie de cette place aussi. Mais très compliqué pour moi de dire combien ça vaut. Voilà. Étienne, si tu veux peut-être dire un mot sur les cryptos. Oui, C'est la dernière question que j'avais globalement. Oui, complètement. D'abord, petite nuance, je pense qu'il ne s'agit pas de crypto-monnaie, mais de crypto-assets. Bon, c'est quand même une nuance assez différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire de transactions réellement à grande échelle avec, avec du Bitcoin, par exemple. Ça reste pour le moment extrêmement limité. Donc, la monnaie, normalement, elle a trois rôles. Ça doit être une valeur d'échange. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On ne peut pas aller faire ses courses au monoprix du coin avec du Bitcoin. Peut-être que c'est possible un peu plus en Chine, mais sûrement pas en Europe pour le moment. Deuxièmement, ça doit être une unité de compte. Est-ce que les bilans des entreprises sont libellés en Bitcoin? Ça n'est pas possible. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Pierre, c'est beaucoup trop volatile. Donc, vous ne pouvez pas sacrifier des comptes dont la valorisation va varier de 40% en une journée. Donc, ce serait totalement impossible et imprudent. Vous ne trouverez pas de commissaires aux comptes qui certifieront des comptes en Bitcoin. Enfin, est-ce que c'est ce qu'on appelle du storage of value, c'est-à-dire un actif investissable dans lequel vous pouvez placer votre épargne? Non, c'est un actif spéculatif. Et notre métier, c'est pas de faire de la spéculation, c'est pas de prendre des risques déraisonnables avec les crypto-assets. On laisse ça à des spécialistes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner de l'argent, ça ne veut pas dire qu'il faut l'éviter, mais vous n'en trouverez pas ni dans nos fonds, ni dans les allocations d'EOS, si j'ai bien compris. Et le dernier point sur la valeur, alors on commence à trouver éventuellement des modélisations qui sont pas inintéressantes, mais l'une des manières dont on peut valoriser le Bitcoin pour ceux que ça intéresse, c'est via la consommation d'électricité. Donc le minage du Bitcoin nécessite la consommation d'électricité qui est égale à la production ou qui est égale à la consommation de l'État suédois. Donc à partir de là, vous pouvez éventuellement trouver où se trouve le point d'équilibre aujourd'hui du Bitcoin, et je vous laisserai faire les calculs, mais en dehors de ça, ça n'est pas un actif investissable de mon point de vue pour le moment, c'est beaucoup trop tôt, même si on est en face d'une révolution technologique, et je préfère plutôt investir sur des sociétés qui profitent de cette technologie,
la blockchain par exemple, plutôt que d'acheter des coins en direct. Donc on retrouve l'intérêt par exemple pour les banques qui elles profitent de l'échange d'informations à la nanoseconde entre contreparties, entre agents économiques, et ça peut faire de l'intérêt. Je pense qu'il faut plutôt acheter des entreprises qui utilisent la blockchain que acheter des coins eux-mêmes. Voilà. Il y a une dernière question peut-être, et je vais y répondre parce qu'elle est importante. Beaucoup de spécialistes parlent d'actifs survalorisés et de risque de crack en 2022. Que faire si on a un capital à investir? Patienter plutôt que d'investir en haut de cycle. Je dirais que là, l'investissement en plusieurs fois est vraiment important. Parce que vous l'avez compris, le marché peut continuer à monter avec cette spéculation. Et donc, c'est important peut-être d'investir tout de suite un quart ou un tiers. Par exemple, et de continuer petit à petit. Mais oui, vous l'avez compris par rapport à mon propos, nous, on préfère avoir du cash aujourd'hui pour pouvoir investir sur opportunité, sur repli demain. Mais en tous les cas, commencez déjà à investir. Il faut déjà avoir un pied dedans. Si ça monte, vous serez content d'avoir investi un tiers, et si ça baisse, vous serez content d'avoir 2 tiers de cash. Voilà ma réponse. Ok, merci pour ces conseils de prudence. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait 1h20 qu'on discute marché financier avec vous. J'espère que vous avez trouvé cette conférence intéressante, suffisamment pédagogique. Merci Étienne de ne pas avoir été trop technique. Merci Pierre pour ta pédagogie habituelle par rapport à ça. Vous comprenez, nous, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, on est là pour vous accompagner sur toutes vos problématiques fiscales, financières, juridiques. Et c'est indispensable pour nous de pouvoir compter sur des partenaires comme Étienne en tant que gérant de fonds, en tant que Pierre en tant qu'allocateur d'actifs, pour mettre en place justement ces bonnes allocations dans vos différents contrats et placements financiers. Voilà, cette interprofessionnalité est indispensable dans l'intérêt des clients et des mandats que vous nous confiez tout simplement. Donc, merci à tous pour votre participation, Pierre et Étienne. Merci de votre présence. Merci à l'ensemble de nos clients de nous avoir écoutés. Il y aura un replay qui sera disponible si vous souhaitez le revoir ou si vous souhaitez le diffuser, tout simplement. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller en gestion de patrimoine au sein de CGP One ou de Pyrénées Finance Conseil, justement pour discuter de l'allocation d'actifs à mettre en place ou à optimiser, améliorer au sein de vos différents placements, tout simplement. On est là pour ça. Ok. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.